Le 10 octobre 2025, un verrou hydraulique tombe au Sahel. En quelques heures, une fermeture ordonnée bouleverse des accords hérités, secoue les marchés et expose un paradoxe brutal entre souveraineté revendiquée et pénurie immédiate. Que signifie ce choix pour les foyers urbains, les campagnes et l'État, selon Ibrahim Traoré, lorsque l'eau devient l'axe d'un bras de fer global? Un pays teste ses limites, sous le regard du monde. Cette séquence promet une lecture claire, utile et strictement ancrée dans les faits disponibles, pour comprendre ce que la fermeture de la rivière Sahel change réellement. Elle aide à comprendre impact, risque et marge de manœuvre concrète. L'objectif n'est pas de juger un geste symbolique, mais d'évaluer s'il peut devenir une capacité durable à gouverner une ressource vitale, sans slogan ni simplification. Car derrière l'eau, il y a des chaînes logistiques, des données météorologiques, des décisions techniques et une confiance de marché qui réagit plus vite que les discours. L'enjeu central est double. D'un côté, mesurer ce que le Burkina Faso peut gagner en souveraineté fonctionnelle en reprenant la main sur l'infrastructure. De l'autre, examiner ce qu'il risque de perdre à court terme en stabilité économique, sociale et diplomatique, dans un contexte de pression internationale et d'attentes populaires parfois contradictoires. La décision attribuée à Ibrahim Traoré ouvre donc une question précise. Ce choc est-il un passage obligé ou un pari sans filet? En moins de 24 heures, la fermeture de la rivière Sahel fait apparaître une dépendance plus profonde que prévu. Les premières données indiquent une baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau dans plusieurs zones clés, révélant l'ampleur d'un système longtemps piloté de l'extérieur. Ce chiffre n'est pas seulement un signal de pénurie, il agit comme un révélateur structurel, montrant qu'un modèle stable en apparence peut devenir fragile dès que son centre de contrôle est interrompu. La rupture n'est donc pas un accident technique isolé, mais la conséquence logique d'une architecture conçue sans solution locale immédiate. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au cadre dans lequel il s'inscrit. Depuis plus de 70 ans, la gestion des infrastructures hydrauliques majeures repose sur des entreprises étrangères, avec des contrats techniques, des flux de données et une chaîne de décision largement délocalisée. Cette organisation assurait une continuité opérationnelle, mais au prix d'une dépendance silencieuse. La souveraineté de l'État restait formelle, tandis que la souveraineté fonctionnelle demeurait limitée, surtout là où la maintenance, la supervision et l'arbitrage dépendaient d'acteurs externes. La décision annoncée le 10 octobre 2025 rompt ce compromis. En ordonnant la fermeture, Ibrahim Traoré n'interrompt pas seulement un flux d'eau, il suspend un circuit de contrôle, de coordination et de prévision qui reliait le Burkina Faso à des centres extérieurs. Lorsque l'approvisionnement chute, ce sont aussi des rouages invisibles qui se grippent. Données météorologiques, prévisions agricoles et certains mécanismes logistiques. La crise devient alors plus large que la distribution. Elle touche la capacité de l'État à anticiper, planifier et répondre sous contrainte. Pourtant, cette vulnérabilité mise à nu ouvre un espace inédit. En exposant les points de dépendance, la décision force un diagnostic que des années de gestion externalisée avaient repoussé. La question centrale devient précise. Ce dévoilement brutal des failles est-il un passage obligé pour reconstruire un contrôle durable ou un risque excessif pris sans filet? Dans les heures qui suivent la fermeture, la crise cesse d'être abstraite. Elle se matérialise dans des scènes ordinaires, visibles à l'échelle des quartiers et des villages, là où l'eau n'est plus un flux garanti mais une ressource à organiser. À Ouagadougou, dans la zone de Tanguine, des habitants convergent vers les points d'eau encore fonctionnels. Sans attendre d'instructions, des comités informels se forment. Ils fixent des horaires, établissent des règles de partage
et priorise les familles les plus exposées. L'objectif n'est pas de contester l'État, mais de combler un vide opérationnel immédiat. Ces initiatives urbaines jouent un rôle d'amortisseur. Elles réduisent les ruées désordonnées, limitent les tensions locales et transforment une pénurie potentielle en gestion collective provisoire. Ce sont des réponses pragmatiques nées de la nécessité qui montrent comment une société peut absorber un choc lorsque les infrastructures centrales vacillent. La rareté ne disparaît pas, mais elle devient administrée par des arrangements sociaux, fragiles mais efficaces à court terme. En milieu rural, la dynamique diffère. Près de Kongoussi, des producteurs réactivent d'anciens canaux d'irrigation laissés à l'abandon depuis des années. Ces systèmes rudimentaires, moins dépendants des réseaux centralisés, permettent de préserver une partie des cultures et d'éviter une rupture totale de la production. Là encore, il ne s'agit pas d'innovation spectaculaire, mais d'un retour à des solutions locales adaptées, réveillées par la contrainte. Ces premiers effets dessinent un personnage collectif, une population qui ne se contente pas d'attendre. La question devient alors simple et décisive. Cette mobilisation précoce peut-elle dépasser l'urgence et s'inscrire dans la durée? Avant l'aube, la gestion de l'eau relevait d'un ordre ancien, stable en apparence, dépendant en profondeur. Après l'aube du 10 octobre 2025, cet ordre est interrompu et le Burkina Faso bascule dans une séquence accélérée où chaque minute pèse. La rupture ne se déroule pas comme une panne imprévue, mais comme une opération en 3 temps dont on peut suivre la logique. D'abord, tout commence par une prise de contrôle visible. À 06 heures d'août, des techniciens burkinabés prennent le contrôle des principales stations hydrauliques de la rivière Sahel, escortés par des unités militaires. Le geste a une portée immédiate. Il transforme une infrastructure de service en infrastructure stratégique. Dans la foulée, la chaîne de coordination qui reliait infrastructures, données et décisions commence à se fragiliser. Le pays ne perd pas seulement un débit, il perd un mode de pilotage. En moins d'1 heure, des signaux d'instabilité apparaissent là où l'on attendait une simple transition technique. Le premier verrou qui cède n'est pas l'eau elle-même, mais l'architecture de contrôle. Ensuite, un détail souvent relégué au second plan change l'équation. Les données météorologiques, jusque-là gérées par des entreprises européennes, cessent de fonctionner. Sans information fiable et continue, l'anticipation devient plus difficile, la planification plus risquée et la marge d'erreur s'élargit. Ce n'est pas un bruit ni technique, c'est une perte de visibilité. Là où l'on pouvait prévoir, on doit désormais improviser. Et lorsque l'État improvise, les marchés anticipent le pire. Puis vient le moment où tout est confirmé publiquement. À 08h30, la confirmation publique intervient. Ibrahim Traoré valide l'opération et le geste devient un message politique adressé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce moment fixe un cadre narratif. La fermeture n'est plus un incident opérationnel, mais un choix assumé. Dès lors, deux dynamiques se déclenchent simultanément. À l'international, la réaction se durcit rapidement. Des voix occidentales évoquent des sanctions économiques, la suspension de prêts et une pression accrue sur les circuits financiers. Le mot sabotage circule dans certains commentaires, non comme preuve mais comme cadrage. Le pays se retrouve placé au centre d'une confrontation de récits. Rupture jugée imprudente ou souveraineté jugée nécessaire. À l'intérieur, la scène est plus ambivalente. Un soutien populaire se manifeste porté par l'idée de réappropriation. Pourtant, l'adhésion symbolique cohabite avec l'inquiétude pratique. Les réseaux d'approvisionnement, habitués à des routines sécurisées, doivent réorganiser en urgence leurs flux. Les administrations doivent répondre à deux exigences contradictoires: rassurer sans promettre l'impossible et maintenir l'ordre sans étouffer l'auto-organisation locale qui sert déjà de tampon.
Enfin, les jours suivants font émerger deux mouvements en miroir. D'un côté, les perturbations s'étendent, l'eau manque davantage dans certaines zones, les prix se tendent et la nervosité grandit à mesure que les acteurs économiques évaluent le risque d'isolement. De l'autre, la société s'organise. Des comités de quartier apparaissent, des rationnements se structurent, des campagnes réhabilitent des canaux et des solutions provisoires se multiplient. Cette auto-organisation réduit les chocs immédiats, mais elle ne remplace pas une architecture nationale stable. La séquence ressemble donc à un basculement net, prise de contrôle, validation politique, puis propagation des effets. La question n'est plus de savoir si le geste a eu un impact. Elle devient plus exigeante. Le Burkina Faso peut-il transformer une rupture brutale en trajectoire maîtrisée sans perdre l'essentiel en route? Avant la fermeture, l'approvisionnement reposait sur un flux continu et centralisé. Après, il devient fragmenté, instable et soumis à des arbitrages locaux. Cette bascule se lit d'abord dans des indicateurs imparfaits, mais suffisamment robustes pour fixer un ordre de grandeur et s'éviter les interprétations idéologiques. Les chiffres ne tranchent pas la controverse politique, mais ils encadrent ce qui est possible, ce qui est risqué et ce qui doit être reconstruit. Le premier indicateur est la baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau observée dans plusieurs zones clés. Cela signifie qu'un tiers des volumes habituels n'atteint plus les usagers. Ce recul n'est pas qu'une statistique de pénurie, il révèle la profondeur d'un modèle conçu pour fonctionner sans alternative locale immédiate. Tant que le pilotage était externe, le système tenait. Dès que ce pilotage s'interrompt, la continuité s'effondre à une vitesse qui surprend, précisément parce qu'elle était masquée par la stabilité apparente. Ce chiffre met donc en évidence une dépendance structurelle. La transition n'est pas marginale, elle est systémique. Et parce qu'elle est systémique, la réponse ne peut pas être uniquement logistique. Elle doit être aussi organisationnelle, technique et territoriale. Le second indicateur concerne l'économie quotidienne. Une hausse d'environ 20% du prix du carburant dans les jours suivant la décision. Cette hausse renchérit transport, production et coût de la vie urbaine. Ce chiffre agit comme un multiplicateur. Lorsque l'eau devient rare et l'énergie plus chère, chaque secteur dépendant de la logistique subit un effet en chaîne. Acheminement des biens, fonctionnement des petites entreprises, coût des services de proximité. Les marchés répercutent l'incertitude plus vite que les administrations ne peuvent la corriger. On observe alors une crise qui n'est plus uniquement hydrique. Elle devient aussi un choc de confiance, car les acteurs économiques ajustent leur comportement en anticipant des contraintes prolongées. Dans ce contexte, la stabilité ne se rétablit pas par un seul acte politique, mais par la réduction progressive de l'incertitude opérationnelle. Le troisième élément, moins spectaculaire mais central, est la durée de plus de 70 ans durant laquelle la gestion hydraulique a été confiée à des entreprises étrangères. Cette durée explique l'absence d'alternatives immédiatement opérationnelles et autonomes. Ce n'est pas un reproche rétrospectif, mais un cadre explicatif. La longévité du modèle a produit de la continuité, tout en érodant les capacités internes. Les compétences, les procédures et surtout les circuits de données se sont accumulés hors du périmètre national, rendant toute reprise de contrôle nécessairement coûteuse au départ. On comprend alors pourquoi la rupture est brutale. Elle intervient après des décennies où la souveraineté était davantage juridique que fonctionnelle. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire claire. La décision associée à Ibrahim Traoré déclenche une perte mesurable à court terme, tout en exposant des dépendances longtemps invisibles. Les chiffres ne disent pas ce qu'il faut penser, mais ils imposent une réalité. La souveraineté revendiquée n'est pas gratuite. Elle se paie en capacité
techniques, financières et organisationnelles à reconstruire. La question devient donc opérationnelle. Comment réduire ces écarts sans recréer sous une autre forme une dépendance équivalente? La fermeture de la rivière Sahel cristallise un clivage net parmi les observateurs. Deux lectures dominent, chacune cohérente, chacune incomplète si elle est prise seule. Les reconstruire honnêtement permet de comprendre pourquoi le débat ne se résume ni à une célébration ni à une condamnation. D'abord, certains mettent l'accent sur le risque excessif. Pour de nombreux analystes internationaux, la rupture constitue une prise de risque disproportionnée. Leur logique est simple: couper un flux vital sans solution technique pleinement opérationnelle expose le pays à une contraction économique durable. La baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau fragilise les ménages urbains et complique la gestion sanitaire. La hausse d'environ 20% du prix du carburant renchérit la logistique, alimente l'inflation et réduit la marge de manœuvre des entreprises. À cela s'ajoute l'hypothèse de sanctions, de suspension de prêts et d'un retrait d'investisseurs qui pourrait réduire encore la capacité budgétaire de l'État. Dans cette lecture, la souveraineté proclamée coûte plus qu'elle ne rapporte, au moins à moyen terme. Ensuite, d'autres insistent sur la nécessité historique. À l'inverse, une partie des acteurs africains et des observateurs locaux défend l'idée que cette rupture était inévitable. Maintenir un système contrôlé de l'extérieur depuis plus de 70 ans revient, selon eux, à accepter une dépendance structurelle sans horizon de sortie. Les coûts immédiats sont reconnus, mais perçus comme le prix d'une réappropriation durable. Les comités de quartier apparus à Ouagadougou et la réactivation d'anciens canaux d'irrigation en milieu rural sont cités comme preuve d'une capacité d'adaptation souvent sous-estimée. Dans cette perspective, le court terme douloureux ouvre un espace de reconstruction. Pour relier ces deux positions, une réponse étayée s'impose. Les données disponibles confirment un choc réel et elles confirment aussi l'ampleur de la dépendance antérieure. Le débat n'oppose donc pas l'audace à la prudence, mais la rupture improvisée à la rupture accompagnée. La décision portée par Ibrahim Traoré peut devenir une trajectoire gouvernable si, et seulement si, elle se transforme en capacité mesurable. Restauration des données, stabilisation de l'approvisionnement, réduction des coûts logistiques et coordination territoriale. Sans cela, la souveraineté reste un symbole exposé à l'usure. Un détail change tout. Ce qui semblait n'être qu'une crise d'approvisionnement révèle une bascule de pouvoir plus profonde. En quelques jours, la fermeture de la rivière Sahel déplace le centre de gravité des contrats internationaux vers des décisions locales, souvent improvisées, mais concrètes. Le changement ne vient ni d'un nouveau traité, ni d'un investissement massif. Il vient d'une réorganisation forcée des responsabilités, imposée par la contrainte et accélérée par l'urgence. À ce stade, le geste associé à Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement défensif. Il devient un révélateur de capacités latentes. Les collectivités locales découvrent qu'elles peuvent décider, arbitrer et coordonner, même sous pression. Les citoyens comprennent que l'accès à l'eau n'est plus garanti par un acteur lointain, mais conditionné par des règles qu'ils contribuent eux-mêmes à définir. Cette prise de conscience modifie la nature du débat public. La souveraineté n'est plus un slogan, elle devient une compétence en construction. Le point médian est donc clair. La crise n'est plus seulement subie, elle commence à être appropriée. La question n'est plus de revenir à l'ordre ancien, mais de structurer ce pouvoir diffus avant qu'il ne s'épuise. Les effets de la fermeture de la rivière Sahel ne se distribuent pas uniformément. Ils se déclinent selon les acteurs, leur marge d'action et leur exposition au risque, dessinant une cartographie précise des fragilités immédiates et des gains potentiels. À ce stade, le débat devient moins idéologique
parce qu'il se mesure par la coordination, les coûts, les usages, UJS et la capacité à tenir dans la durée. Pour l'État, l'épreuve est d'abord une question de pilotage. La baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en cacao complique la planification et oblige à arbitrer entre usages concurrents, ménages, services publics, agriculture, activités économiques. Les ministères techniques doivent gérer l'urgence tout en répondant aux critiques internationales. Par ailleurs, la décision associée à Ibrahim Traoré renforce une légitimité symbolique auprès d'une partie de la population. Mais cette légitimité dépend désormais de résultats opérationnels. Si l'approvisionnement reste instable, l'adhésion peut se transformer en impatience. La souveraineté proclamée devient ainsi une obligation de performance. Gouverner une ressource vitale exige des preuves quotidiennes. Pour les entreprises, le choc est surtout logistique et financier. La hausse d'environ 20% du prix du carburant renchérit le transport, augmente les coûts de production et réduit les marges. Les secteurs dépendants de flux réguliers, transport, agroalimentaire, distribution, sont les plus exposés. Certains investissements sont reportés non parce que l'activité disparaît, mais parce que l'incertitude devient un coût. Pourtant, une opportunité se dessine en parallèle. Là où la maintenance, la distribution alternative et les services de proximité deviennent essentiels, des acteurs locaux peuvent émerger. Le tissu économique se polarise. Ceux qui subissent une contrainte brutale et ceux qui trouvent une place dans la reconfiguration. Pour les citoyens, l'impact se joue dans les usages, les solidarités et la fatigue. En zone urbaine, la rareté de l'eau impose des ajustements. Horaires, rationnement, mutualisation et renforcement des réseaux de voisinage. Les comités de quartier stabilisent la situation en limitant les ruées, mais ils transfèrent aussi une part de responsabilité aux habitants. En milieu rural, l'impact est contrasté. Certaines communautés protègent une partie des cultures grâce à des canaux réhabilités, tandis que d'autres restent vulnérables, faute d'infrastructures ou de coordination. La conséquence majeure est un changement de statut. L'accès à l'eau n'est plus un service acquis, il devient un enjeu collectif à gérer. Pour la région, l'effet est géopolitique et narratif. Les pays voisins observent entre crainte d'instabilité et intérêt pour une possible coopération. Le Burkina Faso apparaît à la fois comme un risque systémique et comme un laboratoire politique. Si la transition s'organise, elle peut inspirer. Si elle échoue, elle renforcera les arguments du statu quo. Au total, la fermeture crée des coûts immédiats, mais elle redistribue aussi le pouvoir et les responsabilités. L'enjeu n'est plus abstrait. Il se vit et se discute à chaque niveau, à chaque rationnement et à chaque décision. À partir des dynamiques observées depuis le 10 octobre 2025, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais elles structurent les choix possibles en rappelant une règle simple. Les effets d'une rupture hydrique se jouent moins dans l'intention initiale que dans la capacité à stabiliser, apprendre et corriger rapidement. Dans un premier scénario, dit de base, on verrait une stabilisation sous contrainte. Le Burkina Faso parviendrait à limiter les effets les plus graves de la rupture sans effacer les coûts. Les dispositifs locaux de gestion de l'eau se normaliseraient, les audits des infrastructures progresseraient et des réparations ciblées réduiraient les pertes. Les tensions diplomatiques persisteraient, mais resteraient contenues, évitant des sanctions généralisées. L'inflation demeurerait élevée sans devenir incontrôlable. L'activité économique reprendrait lentement, portée par des adaptations logistiques et par une capacité minimale de coordination entre l'État et les collectivités. La souveraineté progresserait, mais à un rythme fragile, exposé au moindre incident technique. Dans un scénario plus optimiste, la crise agirait comme un catalyseur de réorganisation et de coopération régionale.
Les capacités locales se renforceraient plus vite que prévu, soutenues par des investissements ciblés et par des partenariats régionaux. Des mécanismes de mutualisation des données hydriques émergeraient avec des pays voisins, améliorant la visibilité et la planification. Des solutions techniques adaptées, systèmes sobres, canaux gravitaires, dispositifs solaires, réduiraient progressivement la dépendance aux réseaux centralisés. La gestion de l'eau, il y en a de l'eau, deviendrait un levier de crédibilité et la trajectoire associée à Ibrahim Traoré s'inscrirait dans une logique de consolidation plutôt que de confrontation. Enfin, dans la trajectoire la plus défavorable, l'enlisement et l'isolement progressif s'installeraient. Les infrastructures continueraient de se dégrader et les mécanismes de soutien s'essouffleraient. Les sanctions se durciraient, limitant l'accès au financement et aux importations stratégiques. Les pénuries se prolongeraient, les prix resteraient élevés et la fatigue sociale s'installerait. Les initiatives locales atteindraient leurs limites faute de relais nationaux. La crise hydrique se transformerait alors en crise de gouvernance plus large. Ces scénarios peuvent coexister selon les régions et les secteurs. La recommandation centrale est prudente. Si les choix actuels privilégient la flexibilité, alors même un choc sévère peut devenir une étape de transformation maîtrisée. Pour le public urbain, l'enjeu se traduit d'abord par une adaptation quotidienne. Lorsque l'eau devient intermittente, les routines basculent, horaires réorganisés, stockage improvisé, mutualisation entre voisins et arbitrage permanent sur les usages. La hausse des coûts, accentuée par l'augmentation du carburant, pèse sur le pouvoir d'achat, mais elle rend aussi visible des dépendances longtemps considérées comme normales. Ce qui était d'un service silencieux devient une question collective, discutée à chaque point d'eau et à chaque file d'attente. Pour les acteurs économiques locaux, la période est ambivalente. Les petites entreprises subissent la volatilité des coûts et l'irrégularité des flux, ce qui freine l'investissement et l'emploi. Les activités liées au transport, à l'alimentation et aux services de proximité ressentent la tension immédiatement. En même temps, des opportunités émergent autour de solutions pratiques. Maintenance locale, distribution alternative, organisation communautaire, innovation sobre. Le choc agit comme un filtre. Certains modèles trop dépendants se fragilisent tandis que des pratiques plus résilientes gagnent en importance. Pour les communautés rurales, l'impact est profondément concret. L'eau conditionne la production agricole et la sécurité alimentaire. La réactivation d'anciens canaux d'irrigation montre une capacité d'adaptation, mais elle exige du temps, de l'effort collectif et une coordination minimale. Chaque réussite protège une récolte. Chaque échec se traduit en pertes immédiates. Ces territoires deviennent ainsi des laboratoires vivants de transition. Enfin, pour les jeunes et les acteurs civiques, la crise sert de catalyseur d'engagement. Médiation lors des rationnements, entraide, organisation de points de collecte. L'urgence transforme la contrainte en expérience de responsabilité partagée. Deux gestes simples se dégagent pour le lecteur: s'informer au-delà des slogans et soutenir les initiatives locales crédibles. La transition engagée après la fermeture de la rivière Sahel ne peut tenir sans une séquence d'actions lisibles, coordonnées et mesurables. À ce stade, l'enjeu n'est plus l'intention politique, mais l'exécution. Qui fait quoi, à quel horizon et selon quels indicateurs? La souveraineté devient un travail d'ingénierie et de gouvernance, pas une proclamation. D'abord, il faut auditer et sécuriser le réseau sur les 6 prochains mois. L'État doit lancer un audit national complet des infrastructures hydrauliques afin d'identifier les points de rupture, les dépendances technologiques et les pertes critiques. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré,
Des équipes d'ingénieurs nationaux peuvent reprendre le contrôle opérationnel des stations clés. Le suivi se mesure par la baisse des interruptions non planifiées et par la stabilisation progressive des zones les plus touchées. Ensuite, il faut reconstruire les capacités de données et de prévision sur un horizon allant jusqu'à 9 mois. La perte des données météorologiques a montré un angle mort. Il faut former des techniciens capables de collecter, traiter et utiliser les informations hydriques et climatiques sans relais externes. L'indicateur de réussite est simple. Passer d'une gestion réactive à une gestion anticipatrice, même sous contrainte. Puis, une coordination territoriale doit être organisée sur l'année à venir. Les comités citoyens apparus dans l'urgence doivent être intégrés à un cadre clair. Règles de partage, mécanismes de priorité, médiation et articulation avec les collectivités. Le succès se mesure par la réduction des tensions locales et par la continuité des dispositifs de distribution. En parallèle, les coûts logistiques doivent être stabilisés, car la hausse du carburant a amplifié la crise. Des mesures ciblées peuvent limiter la volatilité dans les secteurs essentiels, afin d'éviter que l'ORAR ne se transforme en inflation incontrôlable. Enfin, une coopération régionale maîtrisée peut être envisagée entre 6 et 12 mois. Mutualiser informations et bonnes pratiques avec les pays voisins peut renforcer la résilience sans recréer une dépendance unilatérale. À Tanguine, les seaux alignés au petit matin sont devenus plus qu'un outil domestique. Ils rappellent les premiers jours de la fermeture, lorsque des habitants ont dû décider ensemble comment partager une ressource soudainement rare. Ce geste simple relie l'intime au politique. L'eau n'est plus un flux invisible, elle devient une responsabilité visible, discutée, assumée. Avec le recul, la décision portée par Ibrahim Traoré apparaît moins comme un coup isolé que comme un moment de vérité. Elle a forcé le pays à regarder en face ses dépendances, ses fragilités, mais aussi ses capacités oubliées. Les comités de quartier, les canaux réhabilités, les arbitrages improvisés ne sont pas des solutions définitives. Ce sont des signaux. Ils montrent qu'un État et une société peuvent apprendre vite, mais que cet apprentissage a un coût et exige une continuité. Ce rappel fait écho au personnage collectif apparu plus tôt, une population contrainte de transformer l'urgence en organisation. L'émotion ne vient pas d'un discours, mais de la répétition de ces gestes ordinaires qui, mis bout à bout, redessinent une trajectoire nationale. Une souveraineté réelle commence toujours par un effort partagé. À ce stade, l'histoire de la fermeture de la rivière Sahel ne se résume plus à une décision gouvernementale. Elle devient un miroir tendu à l'ensemble de la société. Chaque acteur, citoyen, responsable local ou observateur extérieur est confronté à une question simple. Comment accompagner une transition sans la réduire à un affrontement idéologique? Le Burkina Faso avance sur une ligne étroite. D'un côté, la tentation du jugement hâtif, du repli ou du récit unique. De l'autre, la possibilité d'un apprentissage collectif, imparfait mais progressif. La trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré ne demande pas une adhésion aveugle. Elle demande une attention soutenue, critique et informée. Soutenir ce processus peut prendre des formes modestes, relayer des analyses rigoureuses, valoriser les initiatives locales efficaces, refuser les simplifications qui masquent la complexité réelle. Au-delà des frontières, cette séquence interroge aussi notre regard. Sommes-nous prêts à laisser un pays expérimenter, corriger, persister sans le réduire à un cas d'école? La question reste ouverte. Quelle serait, selon vous, la condition minimale pour que cette rupture devienne une stabilité durable?